Debout près de la tombe de mon père, regardant son cercueil descendre en terre, ma belle-mère, Viviane, a choisi ce moment précis pour annoncer aux 47 membres de la famille que je n'étais pas sa vraie fille. Mais lorsque l'avocat de papa a sorti une enveloppe scellée et a dit « Sterling a laissé quelque chose pour ce scénario exact », j'ai vu le sang quitter son visage. Le cimetière était silencieux, à l'exception du vrombissement mécanique du dispositif d'abaissement et des sanglots étouffés de ma tante Greta. L'air d'octobre transperçait ma robe noire, mais je le sentais à peine. J'étais engourdie par 3 jours à accepter des condoléances, à faire des arrangements et à prétendre que la satisfaction à peine dissimulée de Vivien ne me donnait pas envie de crier. Avant de laisser Sterling reposer en paix, a déclaré Vivien en s'avançant dans son tailleur noir de créateur qui coûtait probablement plus cher que l'hypothèque de la plupart des gens. Il y a quelque chose que tout le monde doit savoir sur Brooke. Mon nom sur ses lèvres sonnait comme du poison. Elle avait attendu ce moment précis où papa ne pouvait plus me défendre. Quand j'étais la plus vulnérable, quand toute notre famille était réunie. Le calcul de tout cela me retournait l'estomac. Cette fille, a-t-elle dit en me montrant du doigt comme si j'étais une preuve dans un procès, vit dans le mensonge depuis 32 ans. Elle n'est pas la fille biologique de Sterling. Les allaitements sont venus par vagues. L'oncle Théodore, le frère de papa, a laissé tomber son livre de prière dans la boue. Ma cousine Mallory m'a attrapé le bras. Quelqu'un derrière moi a murmuré « Oh mon Dieu !» Mais je ne pouvais pas bouger, pas respirer, pas comprendre ce qui se passait aux funérailles de mon père. « Vous mentez », ai-je réussi à dire, mais ma voix semblait étrange et lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. « Ah oui ?» Viviane a sorti un dossier qu'elle avait caché sous son manteau. Le groupe sanguin de Sterling était O négatif. Brooke ici est AB positif. Il est génétiquement impossible qu'il soit son père. J'ai les dossiers médicaux ici. Mon demi-frère Dexter, du haut de son 1,90 m dans son costume à $1000, se tenait à côté de sa mère avec un sourire narquois qui me donnait envie de jeter de la boue sur ses chaussures vernies. « Désolé, sœurette », dit-il en traînant sur le mot comme si c'était une blague. Je suppose que tu ne fais pas vraiment partie de la famille, après tout. Maman a déjà parlé aux avocats au sujet du testament. Le sol semblait s'incliner. Mon père était mort depuis exactement 3 jours, et ils essayaient déjà de m'effacer de sa vie. L'homme qui m'a appris à faire du vélo, qui m'a accompagné dans le couloir le premier jour de mon enseignement, qui m'appelait tous les dimanches soirs juste pour entendre parler de ma semaine. Et Viviane se tenait là, près de sa tombe, à dire à tout le monde qu'il n'était pas vraiment mon père. Comment osez-vous ? A finalement trouvé la voix de ma tante Greta. À ses funérailles, Vivien. N'avez-vous aucune honte ? Je ne fais que dire la vérité, a déclaré Vivien, sa voix portant cette fausse douceur qu'elle avait perfectionnée au cours de 8 années de mariage avec mon père. Tout le monde mérite de savoir que le véritable héritage de Sterling appartient à son vrai sang, à Dexter.
C'est à ce moment que M. Holbrook s'est éclairci la gorge. Il se tenait tranquillement près du grand chêne, tenant sa mallette comme si elle contenait des codes nucléaires. Eugene Holbrook avait été l'avocat et l'ami de papa pendant 20 ans. Il avait été présent à ma remise de diplôme du lycée, à ma remise de diplôme universitaire, et même à la première soirée parents-professeurs de mon école, lorsque j'étais nerveuse à l'idée de rencontrer les familles. « Madame Caldwell », dit-il, sa voix profonde tranchant le chaos comme une lame. « Avant de continuer ce spectacle, nous devrions peut-être discuter de ce que Sterling a laissé à ma garde. » La confiance suffisante sur le visage de Viviane s'est légèrement fissurée. « De quoi parlez-vous » Monsieur Holbrook s'est avancé, chaque pas mesuré et délibéré. Son costume gris était impeccable malgré la bruine matinale, son expression taillée dans la pierre. Sterling avait prévu que cela pourrait arriver. Il y a 6 mois, il est venu à mon bureau avec des instructions très précises et un paquet scellé. « C'est ridicule », balbutia Viviane, mais je remarquai que ses doigts se resserrèrent sur le dossier. « Il a dit, » continua M. Holbrook, se tenant maintenant directement entre Viviane et moi. Et je cite, « Si Viviane essaie de prétendre que Brooke n'est pas ma fille à un moment quelconque après ma mort, vous devez immédiatement lire cette lettre et jouer cet enregistrement. » Le cimetière est devenu si silencieux que je pouvais entendre le trafic lointain sur Maple Street. « 47 membres de la famille Caldwell se tenaient figés comme des statues, attendant de voir ce qui allait se passer. Même le directeur des pompes funèbres, debout respectueusement près de son corbillard, s'est légèrement penché en avant. Monsieur Holbrook a fouillé dans sa mallette et en a sorti une grande enveloppe manille avec l'écriture de papa dessus. À n'ouvrir que dans les circonstances discutées. En dessous, dans son écriture soignée, ma fille Brooke est ma plus grande réussite. Mes yeux brûlaient de larmes que je refusais de laisser couler. Même dans la mort, même en ce moment d'attaque, papa me protégeait encore, m'appelait encore sa fille. C'est un non-sens théâtral, a déclaré Viviane, mais sa voix avait perdu son tranchant. J'ai des dossiers médicaux. Moi aussi, a simplement dit M. Holbrook. Il a également sorti un petit enregistreur numérique. Sterling était tout sauf négligent. Il a laissé à la fois une documentation écrite et son propre témoignage enregistré. Alors, dites-moi, Madame Caldwell, préférez-vous que je lise la lettre d'abord, ou que nous entendions la propre voix de Sterling expliquer la vérité sur qui est et n'est pas son enfant biologique ? L'insistance qu'il a mise sur ces derniers mots a fait reculer Viviane. Le sourire narquois de Dexter a finalement disparu, remplacé par la confusion. Il a regardé sa mère, puis M. Holbrook, puis moi. C'est un piège, a dit Viviane, mais sa voix tremblait maintenant. Vous bluffez. L'expression de M. Holbrook n'a pas changé. Sterling savait que vous aviez rassemblé ces dossiers médicaux, Viviane. Il connaissait vos plans. Il savait pas mal de choses, en fait. C'est pourquoi il s'est assuré que j'avais tout le nécessaire pour protéger sa fille de ce qu'il appelait une diffamation posthume.
J'ai retrouvé ma voix, plus forte maintenant, alimentée par la connaissance que papa avait vu cela venir. Lisez la lettre, monsieur Holbrook, que tout le monde entende ce que mon père avait à dire. L'avocat a rompu le sceau de l'enveloppe avec une précision formelle. Le son semblait résonner à travers les pierres tombales. Il a sorti plusieurs pages couvertes de l'écriture distinctive de papa, ainsi que ce qui ressemblait à des documents officiels. Attendez, dit Vivien, son visage maintenant de la couleur du ciel gris d'octobre. Nous n'avons pas besoin de faire ça ici. Nous pouvons en discuter en privé. Oh, mais vous l'avez déjà rendu public, a déclaré tante Greta, sa voix assez tranchante pour couper du verre. Vous avez commencé ce spectacle, Vivien. Voyons comment il se termine. Monsieur. Holbrook a ajusté ses lunettes de lecture, s'est éclairci la gorge une fois de plus et a commencé à lire les mots que mon père avait écrits il y a 6 mois, alors qu'il était encore en vie, riant encore, m'appelant encore tous les dimanches soirs, mais sachant d'une manière ou d'une autre que ce moment viendrait. « À ma fille bien-aimée Brooke », a-t-il commencé. Et je savais, avant même d'entendre un autre mot, que papa était sur le point de révéler des vérités qui changeraient tout. Mon père Sterling n'était pas seulement mon père, il était mon ancre. Après la mort de maman quand j'avais 7 ans, il m'a élevée seule pendant 15 ans, avant que Vivien ne déferle dans nos vies comme une tornade en talons de créateur. Je me souviens du jour où il m'a appris à faire du vélo dans notre allée, ses mains fortes me stabilisant pendant qu'il courait à côté, ses bottes de travail frappant le trottoir au rythme de mon pédalage. « Brooke, ma chérie, je te tiens. » « Je ne te laisserai jamais tomber, avait-il dit. Et même quand il a finalement lâché prise, je savais qu'il était toujours là, prêt à me rattraper si j'en avais besoin. Papa possédait 3 quincailleries prospères en ville, Caldwell and Family Hardware, chacune témoignant de sa conviction que de bons outils et de bons conseils pouvaient presque tout réparer. Chaque samedi matin jusqu'à ce que je parte à l'université, nous visitions chaque magasin ensemble. C'était notre rituel, aussi sacré que l'église du dimanche. Il me présentait à chaque employé, à chaque client régulier, toujours de la même manière. Voici ma fille, Brooke. Elle sera enseignante un jour. La fierté dans sa voix me faisait me tenir plus droite, me faisait croire que je pouvais devenir tout ce que je voulais. Le magasin sentait la sciure de bois et le métal, la possibilité et le travail acharné. Papa me laissait l'aider avec l'inventaire, m'apprenant à compter les rondelles et à trier les vis, tout en me racontant des histoires sur grand-père Caldwell, qui avait ouvert le premier magasin avec rien d'autre qu'un prêt de $1000 et de la détermination. « Tout cela sera à toi un jour, Brookie, » disait-il, en utilisant mon surnom d'enfance. Pas seulement les magasins, mais l'héritage, la réputation, la confiance que les gens ont en notre nom. Maman était partie depuis 15 ans quand Vivien est apparu. J'avais 22 ans, fraîchement sortie de l'université, commençant mon premier poste d'enseignante à l'école primaire de Riverside. Papa l'a rencontrée lors d'un dîner de la chambre de commerce. Elle était nouvelle en ville, disait-elle,
recommençant à zéro après un divorce difficile. Elle avait un jeune fils nommé Dexter, qui commençait tout juste le lycée, et elle cherchait la stabilité, un homme bon qui pourrait être une figure paternelle. Papa est tombé éperdument amoureux. Après des années de rendez-vous occasionnels qui n'allaient nulle part, de présentations bien intentionnées d'amis qui se terminaient toujours par lui disant « Elle est adorable, mais ce n'est pas Angela ». Soudain, il amenait Vivien au dîner du dimanche, l'emmenait dans les magasins, l'introduisait dans notre vie. Elle était belle de cette manière soignée qui faisait que les autres femmes se sentaient mal habillées. Des cheveux blonds jamais en désordre, des ongles toujours parfaitement manucurés, des vêtements qui chuchotaient à l'argent même quand elle prétendait avoir des difficultés. Elle riait des blagues de papa sur la quincaillerie, louait son sens des affaires et lui disait constamment à quel point elle se sentait chanceuse de l'avoir trouvé. « Je veux que tu l'aimes, Brooke », m'avait dit papa un soir, juste nous deux sur le porche arrière. « Je sais que personne ne peut remplacer ta mère. » Je n'essaie pas de le faire. Mais Viviane me rend heureux et Dexter a besoin de stabilité. Ce garçon a eu une période difficile avec son père qui les a abandonnés. Alors j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. J'ai accueilli Viviane, aidé Dexter avec ses devoirs, les ai inclus dans nos traditions. Mais quelque chose n'allait pas dès le début. La façon dont le sourire de Viviane n'atteignait jamais tout à fait ses yeux quand elle me regardait. Comment elle avait réarrangé les photos du salon pour que celles de maman soient moins visibles. La façon dont elle mentionnait la valeur du magasin lors de conversations informelles, toujours suivies d'un rire. Et non pas que cela importe, bien sûr. Après leur mariage, les changements sont venus lentement au début. « Brooke, ma chérie », disait-elle avec son sourire mielleux. Ne serais-tu pas plus à l'aise de manger dans ta chambre pendant que Dexter et moi aidons Sterling avec les plans d'affaires ? Ou, oh, Sterling ne l'a pas mentionné. Nous changeons les visites du magasin du samedi. Dexter a besoin de ce temps avec son nouveau père. Chaque exclusion était petite, raisonnable en soi, mais ensemble, elles me poussaient de plus loin du centre de la vie de mon père. Dexter était pire. À 15 ans, il était déjà plus grand que moi avec les traits fins et les yeux calculateurs de sa mère. Il faisait des commentaires sur le fait d'être le seul fils de papa, de perpétuer le nom Caldwell, sur le fait que les magasins avaient besoin d'une touche masculine pour rester compétitifs. Papa n'a jamais entendu ces commentaires. Dexter était trop intelligent pour ça. En présence de papa, il était le beau-fils parfait, désireux d'apprendre, respectueux, reconnaissant.
Mais papa n'était pas dupe. Pas entièrement. Il s'assurait que notre tradition du samedi se poursuivait, juste plus tôt le matin. Personne ne remplace Mabrouki, avait-il dit fermement lorsque Viviane avait suggéré que j'étais trop vieille pour de telles choses. Il gardait mes photos bien en vue dans son bureau, gardait ma chambre d'enfant exactement comme je l'avais laissée. Continuait de m'appeler tous les dimanches soirs sans faute. Trois semaines avant sa mort, papa m'a invité pour le dîner du dimanche. Juste nous deux. Vivienne était chez sa sœur au Nevada, emmenant Dexter visiter des universités. Papa a préparé son fameux rôti de bœuf, celui que maman lui avait appris à faire quand ils se sont mariés. Nous avons mangé en silence confortable pendant un moment avant qu'il ne parle. « Brooke, il y a des choses que je dois te dire », dit-il en me serrant la main sur la table. Ses doigts étaient toujours forts, toujours tachés d'huile des magasins, malgré les plaintes de Viviane au sujet de ses mains. Mais pas encore. Le moment n'est pas venu. Souviens-toi juste, quoi que l'on dise après ma mort, tu es ma fille. Le sang ne fait pas la famille. L'amour, oui. Et je t'ai aimée dès l'instant où ta mère m'a dit qu'elle était enceinte. Papa, tu me fais peur. Es-tu malade ? Non, ma chérie. Je mets juste mes affaires en ordre. Un homme de mon âge doit être préparé. Il a serré ma main plus fort. Je me suis assurée que tu sois protégée. Monsieur Holbrook a tout. Fais-lui confiance si quelque chose arrive. Et souviens-toi, tu es une Caldwell, ma fille, ma véritable héritière. Rien ni personne ne peut changer cela. 4 jours plus tard, une crise cardiaque massive l'a emporté rapidement. Le médecin a dit que c'était miséricordieux. Il était dans son magasin d'origine, celui que grand-père avait ouvert, vérifiant l'inventaire tôt le matin. Ils l'ont trouvé assis à son bureau, une photo de maman et moi, de ma remise de diplôme universitaire à la main. Les funérailles étaient magnifiques, exactement ce que papa aurait voulu. Ses employés ont formé une garde d'honneur, 6 hommes de chaque magasin, leurs chemises de travail repassées et propres sous des vestes sombres. L'église débordait de gens dont il avait touché la vie, de clients qu'il avait aidés pendant des décennies, d'équipes de petites ligues qu'il avait parrainées, de familles qui n'avaient jamais oublié sa gentillesse quand elles ne pouvaient pas se permettre des réparations. Ses hymnes préférés jouaient doucement, Amazing Grace et I'll Fly Away, ceux qu'il fredonnait en organisant les boulons et en vérifiant l'inventaire. J'ai prononcé l'éloge funèbre, ma voix d'enseignante se portant d'une manière ou d'une autre à travers l'immense église malgré mon cœur brisé. Je leur ai parlé des samedis matins dans les magasins, de papa m'apprenant que les affaires n'étaient pas une question d'argent, mais de confiance, de la façon dont il était une fois resté ouvert jusqu'à minuit la veille de Noël, parce que Madame Patterson avait besoin d'une clé spécifique pour réparer le vélo de son petit-fils. Ma voix ne s'est brisée qu'une seule fois, lorsque j'ai mentionné comment il appelait chaque employé par son nom. Connaissait leurs conjoints, leurs enfants, leurs difficultés. Sterling Caldwell croyait que les outils pouvaient réparer les choses, avais-je dit en m'agrippant au pupitre. Mais son plus grand outil était l'amour,
Il réparait les cœurs brisés avec de la patience, les esprits brisés avec de la gentillesse, et les familles brisées avec de l'acceptation. Il était mon père, mon héros, mon meilleur ami. Vivienne était assise au premier rang, vêtue d'un tailleur Chanel noir qui coûtait probablement plus cher que ce que la plupart des gens dépensaient pour toute leur garde-robe funéraire. Dexter, à côté d'elle, n'arrêtait pas de regarder son téléphone, dissimulant à peine son ennui. Ils avaient voulu parler aussi, mais n'avaient jamais réussi à préparer quoi que ce soit. Trop accablé par le chagrin, avait dit Vivien au pasteur, bien que je l'aie entendu au téléphone ce matin-là discuter d'évaluation immobilière avec quelqu'un. Le service au cimetière était plus restreint. La famille principalement, ainsi que les amis les plus proches et les plus anciens employés de papa. Le cimetière se trouvait sur une colline surplombant la ville, d'où l'on pouvait voir les 3 magasins si l'on savait où regarder. Octobre avait transformé les arbres en orange et or brillant, la saison préférée de papa. La façon de Dieu de se montrer, disait-il. Alors que le pasteur terminait sa dernière prière, que nous murmurions tous « Amen », que le directeur des pompes funèbres s'avançait pour distribuer des roses pour le cercueil, Vivien s'est levé. Non pas pour prendre une rose, non pas pour dire au revoir, mais pour faire une annonce. Avant de laisser Sterling reposer en paix, dit-elle, sa voix tranchant le silence respectueux comme une tronçonneuse dans un pin. Il y a quelque chose que tout le monde doit savoir. Quelque chose que Sterling a gardé caché par loyauté mal placée. Brooke a vécu dans le mensonge toute sa vie. Ma tante Greta a eu un hoquet si violent que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. L'oncle Théodore, le frère cadet de papa, a laissé tomber son livre de prière dans la boue. Le pasteur avait l'air déconcerté, ne sachant pas s'il devait intervenir. Vivienne a continué, me regardant maintenant directement avec des yeux froids comme la glace de janvier. J'ai trouvé des documents en parcourant les papiers de Sterling, des dossiers médicaux qu'il avait cachés dans son bureau. Brooke n'est pas sa fille biologique. Sa mère a eu une liaison. Sterling le savait depuis le début, mais a gardé ce secret. Laissant cette fille héritée de ce qui devrait appartenir à sa vraie famille, à Dexter, son vrai sang. « Ce n'est pas vrai », ai-je crié, mes jambes tremblant si fort que ma cousine Malérie a dû m'attraper le bras pour me maintenir debout. Papa me l'aurait dit si c'était vrai, nous n'avions pas de secret. L'aurait-il fait ? Vivienne a sorti un dossier qu'elle avait caché sous son manteau. Vos groupes sanguins ne correspondent même pas, ma chère. Sterling était O négatif. C'est écrit ici sur son bracelet d'alerte médicale, celui qu'il portait tous les jours. Elle a brandi le bracelet de papa, celui qu'ils avaient retiré à l'hôpital, celui que je lui avais acheté pour la fête des pères il y a 10 ans. Tu es AB positif. J'ai ton dossier de don de sang de cette collecte de sang des enseignants que tu as faite au printemps dernier. Il est génétiquement impossible que Sterling soit ton père. La foule a éclaté.
Les murmures se sont transformés en discussions, puis en disputes. Est-ce vrai? Les groupes sanguins ne mentent pas. Pauvre Brooke. Comment Sterling a-t-il pu garder un tel secret? Dexter se tenait à côté de sa mère, son sourire narquois si satisfait que j'avais envie de crier. « Désolé, sœurette », dit-il assez fort pour que tout le monde l'entende, entraînant sur le mot comme si cela lui faisait physiquement mal de le dire. Je suppose que tu ne fais pas partie de la famille, après tout. Maman a déjà parlé aux avocats pour contester le testament. Les magasins devraient revenir à la vraie famille de sang, à moi. Vous avez planifié cela, dis-je, ma voix plus forte maintenant, alimentée par la rage. Papa est mort depuis 3 jours, et vous essayez de voler son héritage. Voler? Le rire de Vivien était aigu et amer. Nous essayons de le préserver pour sa vraie famille. Sterling était trop tendre pour faire ce qui devait être fait de son vivant, mais je ne laisserai pas sa sympathie mal placée donner ce qui appartient à Dexter. Mon oncle Théodore a retrouvé sa voix. « Viviane, c'est obscène. L'homme n'est même pas encore en terre. La vérité ne se soucie pas du timing, a-t-elle répondu. J'ai des documents, des dossiers médicaux, des tableaux de groupes sanguins. J'ai même trouvé une lettre dans les affaires d'Angela que Sterling avait gardée, parlant d'un collègue nommé Patrick dont elle s'était rapprochée avant la naissance de Brooke. Chaque mot était une frappe calculée, conçue pour détruire non seulement mon héritage, mais toute mon identité. Les personnes en deuil se divisaient maintenant, certaines se rapprochant de moi en signe de soutien, d'autres reculant comme si j'étais devenue contaminée par cette révélation. « Sterling l'a élevée », a dit fermement tante Greta. « Cela fait d'elle sa fille. » Légalement, peut-être, a dit Vivien, mais moralement, éthiquement, l'héritage de la famille Caldwell devrait-il aller à quelqu'un qui ne porte pas le sang Caldwell? Alors qu'il y a Dexter, que Sterling a choisi d'élever ces 8 dernières années, qui a réellement appris le métier, qui porte le chromosome pour transmettre le nom de famille. C'est à ce moment que M. Holbrook s'est éclairci la gorge. « Madame Caldwell », a déclaré monsieur. Holbrook, sa voix tranchant le chaos avec l'autorité de quelqu'un qui avait passé 40 ans dans les salles d'audience. Avant de continuer ce spectacle, nous devrions peut-être discuter de la lettre que Sterling m'a laissée. La confiance de Viviane a vacillé comme la flamme d'une bougie dans le vent. Quelle lettre? Monsieur Holbrook s'est approché de la tombe à pas mesurés, ses chaussures vernies évitant d'une manière ou d'une autre la boue qui avait attrapé tout le monde. Il portait sa mallette comme si elle contenait des secrets d'État, son visage ne révélant rien. Eugene Holbrook avait été plus que l'avocat de papa. Il avait été son ami avant même ma naissance, le témoin de mariage de mes parents, celui qui avait aidé papa à gérer la succession de maman après que le cancer l'ait emporté.
Sterling avait prévu que cela pourrait arriver, a déclaré M. Holbrook, se tenant maintenant là où le pasteur avait été, commandant le même respect. Il est venu me voir il y a 6 mois avec des instructions précises et un paquet scellé. Il a été très minutieux dans ses préparatifs. « C'est ridicule », balbutia Vivien, ses jointures blanches alors qu'elle serrait son dossier de preuves. « J'ai des preuves ici. Les dossiers médicaux ne mentent pas. » « En effet, ils ne mentent pas », a convenu calmement M. Holbrook. Il a sorti une grande enveloppe manille et un petit enregistreur numérique de sa mallette. Sterling a dit, et je cite, « Si Viviane essaie de prétendre que Brooke n'est pas ma fille, à un moment quelconque